Bonjour, bienvenue sur ce 5e épisode de C'est quoi ton taf, où on va avoir un merveilleux invité qui va devoir répondre à des petites questions. Donc en fait on va avoir, on vous rappelle quand même le concept, un bol de questions tabous, avec des questions un peu plus touchy. Parce que ça sera lui du coup qui va piocher. C'est ça. S'il ne répond pas, des petits grillons qui seront à manger, je l'espère pas pour lui. Et aussi un bol de questions du coup pro, pour on va dire découvrir son métier. Et c'est nous cette fois-ci qui piocherons les questions. Voilà. Bonjour Thomas. Bonjour. Et toi, c'est quoi ton taf? Écoutez, je suis donc Thomas, je suis le fondateur et directeur de l'agence Bison. L'agence Bison, c'est une agence événementielle à taille humaine sur Lyon. On est 6, on fait des événements classiques que d'entreprise. On intervient sur le contenu, sur le déroulé, sur la production de l'événement. Et on a un autre volet aussi, on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup d'hybrides d'événements, aussi des vidéos d'entreprise. Et notre troisième expertise, c'est qu'on a aussi packagé des animations participatives pour des événements. Ok, trop bien. Et des petits exemples peut-être? Ouais, alors nous vraiment on est arrivé sur le digital pour faire participer les gens et en fait on s'est posé les questions de comment on pouvait faire participer et donc on a des animations qui jouent avec l'écrit, qui sont plus sur le dessin, qui sont plus sur la photo ou même qui sont sur le jeu en fait. Des choses ludiques, l'idée c'est de créer une expérience sur les événements et de rendre tout ça ludique et interactif. Et du coup, vos clients c'est plutôt du B2B. Que du B2B, ouais. Ok, on commence par une question pro. On va prendre celle-là. Alors, comment vois-tu l'évolution du métier de chef de projet événementiel dans les prochaines années, notamment avec l'augmentation du digital et les considérations environnementales? J'ai du mal ce matin. Je pense que la question a déjà des éléments de réponse. Ouais. En fait, le chef de projet, c'est un boulot qui devient, je pense, de plus en plus compliqué. Il doit prendre effectivement cet aspect digital avec l'IA, donc il y a de plus en plus, on attend les chefs de projet qui soient de plus en plus formés et qu'ils aient aussi connaissance en environnement, donc ça fait beaucoup. Je pense que les qualités, en tout cas pour les chefs de projet, nous ce qu'on regarde, c'est aussi un petit peu la question, c'est des gens qui soient curieux et qui ne soient pas limités à leur domaine. Je suis un peu plus touche à tout. Un peu touche à tout, ouais. Ok. Parfois c'est vu comme quelque chose de négatif. Chez nous en tout cas c'est vu comme quelque chose de plutôt positif. Quelqu'un touche à tout, pour moi c'est quelqu'un de curieux. Et nous on est par exemple énormément dans le digital. Toutes les semaines presque on teste une nouvelle solution. Et pour ça il faut avoir une certaine curiosité. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Au début c'est un petit peu la flemme. On se met dessus, faut rapprendre. On avait déjà un logiciel qui marchait mais on nous a dit qu'il y en avait un nouveau. Et il faut se remettre en cause. Donc c'est quelqu'un qui est connecté avec le monde, qui est au courant de ce qui se passe. Quand je dis connecté avec le monde, je vois souvent des gens qui sont un petit peu dans leur bulle. Quoi. C'est ça, parce que le chef de projet, il faut aussi conseiller. Et il faut avoir, mine de rien, des petites connaissances effectivement sur l'actualité, sur ce qui se passe, sur l'actualité économique. Il faut avoir un peu une ouverture culturelle. Complètement. Ouais. Parce que du coup, là, en ce moment, on parlait de l'IA du coup. Est-ce que tu penses que ça va peut-être modifier ce métier ou pas? Parce que c'est un sujet qui, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, on en parle beaucoup. La suite, comment ça va se passer avec l'IA dans les métiers? Est-ce que ça va nous remplacer? Est-ce que ça va nous aider? Est-ce que comment on s'adapte en fait à ces évolutions-là? Je pense que c'est pas juste la question de se faire remplacer. Même si on n'est pas remplacé, dans notre boulot, ça peut nous amener quelque chose. Oui, c'est sûr. Alors c'est un vaste sujet, l'IA. Je pense que pour nous, dans l'événementiel, dans la com, il n'y a aucun doute que ça va bouleverser tous nos métiers. On dit souvent quand on ne peut pas lutter contre quelque chose, il faut l'embrasser. Là, c'est un peu le cas avec l'IA. Je pense qu'on est obligé d'y aller à fond et ça va aller très vite. Là, on voit juste les prémices de l'IA. Mais c'est pour ça que je disais le côté curieux, le côté envie de découvrir, de tester les nouvelles choses. Même sur l'IA, si on est formé aujourd'hui, il faut garder cet appétit de tester les nouvelles choses qui vont arriver. Ça, c'est à titre pro. Après, à titre perso, moi, je suis un peu plus dubitatif, un peu plus stressé par rapport aux conséquences de l'IA. Mais voilà, d'un point de vue pro, en tout cas, nous, en tant qu'agence, on ne peut pas faire autre chose. J'ai l'impression que l'utiliser et l'accepter. Après, je pense que c'est un peu comme tout le reste du digital. On voit beaucoup qu'il y en a qui recherchent quand même ce côté humain, même si ça s'est beaucoup digitalisé. Et je pense que ça, de toute façon, l'IA, elle ne pourra pas le remplacer. C'est sûr. Après, c'est mon point de vue aussi. Mais... Ouais, je sais pas jusqu'à quel point l'IA pourra pas le remplacer, mais en tout cas, effectivement, ça fait peur et je rejoins sur le côté humain. Nous, c'est en tout cas quand je présente l'agence, d'ailleurs, on réfléchit à changer un peu la baseline parce que c'était agence communication
digital. Et ce côté digital, effectivement, il est parfois vu comme une opposition au côté humain. Ouais. Et c'est un retour qu'on nous fait souvent. On nous dit ouais, mais nous, on voulait plutôt quelque chose de convivial et tout. Et c'est marrant, moi, je vois pas du tout comme ça le digital. Pour moi, le digital, c'est aussi des expériences, c'est aussi du jeu à plusieurs. Il y a aussi un autre aspect. C'est vrai que j'entends souvent, en tout cas, ce retour, quoi. Et au niveau des coûts des événements, vous sentez qu'il y a beaucoup plus de demandes d'événements digitaux ou pas? Faire une réponse assez classique, mais en tout cas, bon, bien sûr, il y a eu le boom du Covid. Nous, on a vraiment bien marché chaque année de Covid, on doublait. Il y a eu un besoin de revenir à des événements physiques très humains où il n'y avait pas de fioriture, c'était juste des retrouvailles. Donc là, il y a eu une baisse et là, ça reprend petit à petit. Alors après, ça dépend ce qu'on met aussi dans événement digital. Nous, on met partout, il y a du digital dans l'événementiel. Et c'est pas, pour certains, événement digital égale événement à distance. Partout, il y a du digital et aujourd'hui, il y en a partout, quoi. Et l'événementiel est un peu quand même en première ligne. Il inscrit souvent un événement déjà en ligne, c'est déjà une première expérience. Tu vas participer peut-être durant l'événement sur des outils participatifs. Donc il y en a partout et je pense que pour répondre à la question, la tendance de fond, c'est quand même qu'il y aura peut-être des petits aléas suivant les périodes, mais la tendance de fond, c'est que ça se digitalise vraiment, je pense. Enchaîner avec une autre question. Ouais. Allez. Vas-y, Romain, si tu veux. Quel conseil tu donnes à un étudiant ou à un jeune professionnel souhaitant se lancer dans le secteur de l'événementiel? C'est ça. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que quand j'ai commencé, j'avais encore beaucoup de profils qui n'étaient pas des profils qui venaient de formations dédiées à l'événementiel. Ouais. Et aujourd'hui, c'est très bien, il y a des formations. Par contre, ça a eu peut-être tendance à lisser tous vos profils que je vois passer. Enfin, nous, on voit beaucoup de choses. Ouais. Vous avez fait des écoles, je ne vais pas les citer, mais voilà, les cursus sont plus ou moins similaires. Et du coup, en tant que recruteur, en tout cas, c'est difficile de vous démarquer quand on voit les CV parce que c'est des écoles, elles sont toutes très bien, etc. Mais du coup, je dirais, je mettrais le paquet sur les projets annexes, perso, voilà, ou comme vous faites, même animer un podcast. C'est concret. Ouais. Il y a un résultat que vous pouvez montrer à quelqu'un parce que les cours ne suffiront pas. Donc bien sûr il y a l'alternance qui vous démarque et c'est ce qu'on regarde en premier. Mais aussi, moi ce que je regarde c'est les trucs perso et pas le sport ou j'aime le ciné. C'est voilà, quelqu'un qui a monté un festival de musique, qui a participé, qui a fait des clips pour ses potes qui font de la musique. Ouais. Voilà, n'importe quoi, mais des choses, de montrer qu'on est passionné et qu'on va au bout d'un projet en fait, quoi. Moi c'est ce que j'essaie de rechercher et je trouve qu'au-delà des lignes du CV, ça montre vraiment, on a pris du temps, voilà, il y avait les cours, il y a peut-être l'alternance, mais on a quand même pris du temps pour avoir un projet perso, on l'a mené à bout et je sais que c'est pas facile, donc si on l'a mené à bout, c'est qu'on était vraiment motivés, quoi. Ouais. Et est-ce que, du coup ça rebondit sur la question, mais est-ce qu'il y a un profil type d'étudiant que vous recrutez peut-être en agence événementielle ou pas forcément? Parce que vous parliez de toi, Sac-Pat, qui va toucher à tout. Bah, c'est ce côté-là, Alors souvent dans les CV, moi je vais essayer de trouver, souvent je me dis le plus âgé, je regarde le plus âgé, des fois il a un peu plus d'expérience, mais c'est pas rédhibitoire bien sûr, mais à niveau égal, je regarde s'il a profité de ces années pour avoir de l'expérience, même si peut-être il s'est réorienté, qu'il a fait autre chose avant, des choses plus littéraires. Moi j'aime bien aussi qu'il y ait un bagage assez littéraire pour écrire des projets, on a toujours besoin finalement de savoir bien écrire, et ça des fois c'est pas forcément le point fort. Alors il y a ChatGPT qui vient aider, mais c'est aussi c'est pas non plus parfait. Donc s'il y a des réorientations, peut-être quand même ouvert. Ouais, complètement. Moi, j'assume de chercher des profils un petit peu particuliers. Et du coup, s'il y a des réorientations, j'adore. Et vraiment le côté projet perso. C'est vraiment Parce que je m'arrête. Souvent, on nous dit si vous voulez faire de l'événementiel, vous allez directement en école d'événementiel, en alternance d'événementiel. Et c'est vrai que du coup, on a l'impression qu'on va se fermer des portes en allant sur d'autres chemins. Par exemple, on va dans un truc un peu plus sociologique ou dans d'autres thèmes. C'est vrai que... Après, ça dépend des recruteurs, hein. Je pense qu'il y en a, ils aiment bien quelqu'un qui a suivi le sillon, et je pense aussi que ça montre d'autres qualités. Voilà, on savait exactement ce qu'on voulait, on est peut-être sûr de soi, mais on peut le voir aussi dans l'autre sens, et peut-être que justement on ne s'est pas trop posé de questions, on a suivi son truc. Donc c'est toujours à double tranchant. Moi, si on revient à la base des qualités qu'on a besoin pour être chef de projet, du relationnel, et c'est de l'organisationnel. Pratiquement, c'est tout, quoi. Donc tout le reste qu'on apprend, on se dit que nous, on peut l'apprendre, vous l'apprendre, nous, en entreprise. Donc il faut ces deux bases. Et ces deux bases, il y a plein d'autres formations où on peut les avoir. Être organisé et un bon relationnel, je pense que c'est des qualités qu'on peut développer ailleurs. Donc c'est plutôt, on revient sur les fondamentaux et on se dit le reste, ils l'apprendront chez nous, voilà. On continue avec une question tabou peut-être. Ouais.
Je Ça te peut laisse être sympa. piocher, du coup. Ok, donc c'est moi ce qui pioche. bol-là, voilà. J'ai pas tout regardé sur la dernière vidéo, mais je pense que je vais pas pouvoir faire la même feinte que le prédécesseur, là, les caméras qui tombent juste au moment tabou, quoi. Avez-vous déjà dû accepter un projet à perte pour maintenir la relation avec un client important? Non, ça va, c'est pas trop tabou. Alors, accepter un projet à perte, en fait, on a déjà fait des événements à perte, mais c'est de notre faute, en fait, quoi. Parce qu'on a mal devisé, en fait, quoi. Ok, oui, d'accord. Ok. Parce que sinon, je vois pas trop aussi, alors un bon client qui serait en galère et qui nous dit, bah d'habitude, ça se passe bien, là on est un peu short sur ce projet. Oui, voilà. c'était voilà. des exemples. Alors non, ça nous est pas arrivé. Ok. Par contre, ça nous est déjà arrivé de faire une erreur de devis. Ouh. On se plante, quoi. On fait comme beaucoup de choses, on essaie d'être très réactif sur les devis, donc on se dit, allez, en 24 heures, 48 heures, des fois on arrive à délivrer quelque chose. Des fois il faut plus de temps. Et sur des choses un peu nouvelles, ça nous est arrivé de nous tromper. Alors il y a des choses qui peuvent s'expliquer avec le client, on essaie de rattraper certaines choses. Mais parfois on s'est tellement planté qu'on peut pas tout rattraper. Et en tout cas, on est toujours allé au bout, quoi. On n'a jamais dit, bah désolé, on s'est trop planté sur le devis, on peut pas y aller. Il y a notre image qui est en jeu, donc on est toujours allé au bout. À perdre, je sais pas, mais vraiment des projets en tout cas, je pense, où on gagne rien, c'est déjà arrivé, quoi. Ouais. Ok. Et ça a pénalisé vraiment beaucoup votre agence ou ça va quand même? Ça pénalise, alors vraiment à perte, on n'a pas perdu de sous, mais par contre on a perdu du temps, du Oui, coup on peut oui, se dire. forcément. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on s'est toujours dit, et c'est ce que je dis aussi au chef de projet, bah, des fois, beaucoup, des fois on s'en un peu, donc il y a des projets où on gagne plus que d'autres. La règle est toujours la même, une fois que c'est signé, on revient plus sur le devis et dans tous les cas on délivre au max, quoi. Enfin ça c'est clair chez nous. Il y a des projets quand même qui doivent tenir à cœur, je pense. Même sans parler d'argent à être fait, et tu mets tout ton cœur, quoi. Ouais, bien sûr. Chaque fois qu'il y a un projet, c'est différent. On est tous, je pense, une équipe passionnée et tout, donc on est content de faire notre mission. Là. Mais c'est rare que les invités ils mangent des grillons. Je pense qu'on est un peu aussi dans les questions de Enfin, C'est vrai. Ouais. On continue avec une petite question pro peut-être. Allez. Oui, ils ont pas l'air mauvais, quoi. J'en goûterai un moment, quoi. Moi, je mangeais pas mal à un moment. En plus on a pris un goût pas mal, je crois c'est barbecue. Barbecue. C'est sympa, vraiment. Donc ça casse un peu le côté grillon. Alors, petite question. Quels sont selon toi les avantages de l'automatisation pour organiser et gérer les événements? Alors, moi, je suis fan d'automatisation. Dans ma vie de tous les jours, tout ce que je peux, j'essaie de le processer, de l'automatiser. Un peu tout, quand même. Ça en lien avec l'organisation. Ouais, c'est ça. J'ai un passif d'ingénieur, je suis ingénieur à la base. Et c'est mon côté, voilà, carré. Dès qu'il y a des tâches récurrentes, je me pose la question de qu'est-ce qu'on peut automatiser. L'efficacité, l'automatisation, tout ce qui peut vraiment nous faire gagner du temps, aider un peu, quoi. Je le fais même à titre perso, donc... Oui, puis ça peut aider aussi dans l'avancée du projet, du coup, quand tu as une deadline un peu proche aussi pour l'événementiel, ça peut peut-être aider. Ouais, bien sûr, et puis il y a toujours des tâches, la communication, l'événementiel, c'est une image un petit peu sexy, mais il faut voir que derrière, au niveau de la production, il y a souvent des tâches un peu Amusant, quoi. un peu moins amusantes, on est d'accord. C'est de la répétition, faut envoyer des mails, et puis du coup, il n'y a pas le bon truc, donc il faut le faire manuellement, des copier-coller d'un tableau à l'autre. Oui. C'est qu'on a tous fait des trucs comme ça un petit peu chiants. Et du coup, à chaque fois, je me pose la question de comment on peut le faire pour l'automatiser, ça quoi. Donc, même des fois sur les événements ou sur les solutions qu'on délivre, on a besoin aussi de l'automatisation. C'est pas juste pour nous faire gagner du temps, on a besoin de ça pour que ça fonctionne, quoi. Vous avez des exemples peut-être? Ouais, alors nous, donc, on apporte beaucoup de solutions digitales pour les événements. Encore une fois, ça peut être une solution d'inscription, ça peut être un outil participatif, ça peut être une plateforme globale qui va digitaliser tout un événement, tout un salon par exemple, où là on reproduit tout ce qu'on attend d'un événement physique. Et des fois, quand on part d'un brief d'un client, il nous dit moi je voudrais une plateforme qui fait ça, quoi. On trouve pas la solution parfaite qui répond à ce problème. Et on va être amené à prendre plusieurs solutions et à les faire travailler ensemble, quoi. Ok. Et pour ça, il faut de l'automatisation. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, ok, on a une solution, elle sait très bien faire l'inscription, par exemple. On a une solution, elle sait très bien faire le côté participatif. Et ben, on va faire que on s'est inscrit avec WizEvent. Et quand on arrive dans l'événement, il y a une solution participative, mais notre inscription, elle nous a déjà suivi sur l'outil participatif. Okay. Et pour ça, je vais pas exporter tous les inscrits à un endroit pour les importer. Oui, Voilà. Et ben, on va ça. automatiser avec des Zapier, des solutions comme ça. Je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, utiliser les petites portes que toutes ces solutions digitales ont mis pour les faire travailler ensemble. Dans votre équipe, peut-être que vous avez différents rôles, du coup, il y en a qui s'occupent spécifiquement de ça ou c'est... Alors, j'essaie que
tout le monde soit assez multicasquette. J'aime bien ça, et toujours, parce que les gens sont sur un projet, ils peuvent faire appel aux autres, mais l'idée c'est qu'on ne soit pas transverse et qu'on suive un projet du début à la fin, qu'on soit bien concentré. Donc il faut qu'on connaisse tous les aspects. Je dirais que cet aspect automatisation est un peu plus moi dans l'agence. Voilà, j'essaie aussi de former tout le monde, et puis on a beaucoup d'alternants, donc l'idée c'est aussi que tout le monde teste un petit peu ces solutions. Ça revient à la question du départ, l'évolution du métier de chef de projet avec l'augmentation du digital. Il faut devenir geek en fait. Enfin pour moi, voilà, ça fait partie du job, mais je pense que c'est bien de s'emparer de ces outils digitaux et de ne pas avoir peur d'y aller, parce qu'en vrai, c'est pas non plus du code. C'est des solutions. C'est quelque chose qui se travaille. En tout cas, ce côté digital, c'est pas juste une solution en fait. Tu l'as dit, c'est une manière de penser. Et en fait, plus on le fait, plus les mécanismes rentrent quoi. Et c'est pas juste faire une solution. Je pense que c'est un peu plus complexe que ça. C'est vraiment avoir une façon de penser, comprendre comment le logiciel va fonctionner. Et quand on en a testé des dizaines, voire des centaines, on voit tout de suite quelle va être l'approche de la solution, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire, comment on va pouvoir la faire travailler sur l'événement, est-ce qu'on peut la détourner. Et donc c'est tous ces points-là, je pense, qui se développent petit à petit. Donc c'est bien dès le début s'y mettre un peu. Petite question tabou. Ouais, mais ça peut être sympa. Moi j'aime bien les questions tabou. Alors, avez-vous déjà eu un client insatisfait ou un événement qui a été un échec? Que s'est-il passé et qu'en avez-vous appris? Alors, j'ai déjà eu un client insatisfait. Alors, je réfléchis sur lequel je vais partir. Un événement assez loin, comme ça je suis tranquille. La boîte a 12 ans, mais elle a eu plusieurs vies. Au départ, quand je l'ai créée, c'était un studio, vraiment sur la création digitale, et on faisait beaucoup de mapping vidéo. Donc on crée des installations, en fait globalement on était un studio donc beaucoup plus artistique, et on crée des installations pour des fêtes des lumières, pour des nuits blanches, et notamment on faisait beaucoup de mapping vidéo. Après c'est devenu une start-up et maintenant c'est une agence. Donc elle a les 3 vies, toujours la même coquille juridique, mais c'est les 3 vies. Et dans la première vie, donc on faisait beaucoup de mapping vidéo, surtout artistique, mais on acceptait aussi des projets d'entreprise plus alimentaires. C'était pour une ouverture d'un centre commercial, et l'idée c'était de faire un mapping sur la façade. Autant dire que nous, avec notre approche artiste, faire le lancement d'un centre commercial, ça nous chauffait pas vraiment. On n'avait peut-être pas tout donné, du coup, parce que c'était voilà. Et en plus, il se trouve que lors du lancement, donc il y avait les promoteurs, tout ça, ça a été une tempête. En plus, c'est pas de notre faute. Ouais, c'est pas de notre faute, mais c'est vrai qu'on avait une tour, qu'on avait un peu sécurisée, et on m'a appelé. Il m'appelle, il dit faut que tu viennes, il y a plein d'eau sur le truc. Quand on arrivait, on épongeait sur le. J'en rigole, mais ça devait pas être d'eau. C'était droit. Et donc voilà, il a fallu changer le VP qui n'était pas entièrement cassé, mais qui avait quand même de la maintenance. Et globalement, il y a eu 2 jours, ça n'a pas pu jouer, le rendu était pas fou. Moi, on a tout mis sur un seul projet, et globalement c'est tout. Après, il y a toujours des petites choses à améliorer, mais je pense un échec, je qualifierais presque uniquement ce projet en termes d'échec. Qu'est-ce que j'en ai appris? Plein de choses, mais en gros, globalement, on a bien sécurisé notre tour. Il faut faire attention aux aléas. Et aujourd'hui, vous acceptez encore des projets qui vous plaisent moins, ou ça peut vous arriver de refuser des projets? Alors, c'est une question qu'on se pose souvent. Des fois, on a fait des devis, on a dit bon, allez, on le fait, mais est-ce qu'on le ferait vraiment? Et c'était signé. La question s'était posée aussi sur la première boîte qui s'appelait Welcome Peace, on faisait des projections. On avait été interrogé, vraiment une dictature pour faire une projection sur un nouveau palais. Où on s'était posé la question, est-ce qu'on doit y aller ou pas quoi. On avait fait le devis en triplant les prix, on s'était dit on se posera la question, voilà, se poser la question. Aujourd'hui, on n'a jamais refusé de clients. La question revient aussi parce que, donc là, je ne l'ai pas dit, mais l'agence est très orientée RSE. Des clients qui ne seraient pas du tout dans cette approche-là, ça pourrait être compliqué. Après, notre approche doit être dans la formation, transmettre aux clients des informations, lui présenter un bilan carbone de son événement, etc. Donc, essayer plutôt de faire avancer tout le monde de là où les gens partent, plutôt que se dire ok, on n'accepte que les gens qui sont déjà à fond sur la RSE et qui sont déjà convaincus. Petite question, tu veux la poser comment? Quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés lors d'organisation d'événements et comment vous les surmontez? On a eu parfois des défis techniques sur des réseaux, sur des histoires réseaux, sur des histoires de son, de captation quoi. Alors moi je suis pas technicien, donc on s'appuie sur les équipes qu'on a en place. Je pense que c'est les principaux défis qu'on a eu. Est-ce que lorsque vous organisez un projet, c'est quoi les différentes étapes et peut-être la plus difficile dans laquelle vous passez? Je pense que le principal défi, c'est toujours pour nous, c'est d'avoir la confiance du client. Je le mettrai en principal défi parce qu'une fois qu'on a cette confiance,
et qu'on est dans la transparence et qu'on est dans la communication, il n'y a plus de problème. Par contre, avoir cette confiance, c'est pas un acquis dès le départ. C'est pas parce qu'il a signé chez vous qu'il a Ça se construit au fur et à mesure. Exactement. Donc les clients avec qui on travaille depuis longtemps, si on rencontre un problème et qu'on lui transmet et que voilà, on est complètement transparent et ouvert, je pense qu'on essaie toujours de faire de notre mieux et les clients le savent. Par contre, il peut y avoir effectivement une erreur humaine, il peut y avoir un problème, on rencontre quelque chose. Si c'est expliqué, pour moi, c'est même plus un sujet, il y a toujours des solutions. Et du coup, voilà, cacher des choses, vraiment, je pense qu'il faut être à l'aise dans ses baskets quand on voit le client, etc. Donc, on le fait autant pour le client. Nous, des fois, ça nous arrive aussi d'être le client, avec nos prestataires. Et en tout cas, je sais que je préfère qu'on vienne me dire quand il y a un problème. Voilà, souvent il est encore temps de pouvoir. Mais voilà, si on perd du temps, on cache des choses, en général, Avec Une dernière question tabou. Ouais. Allez, la dernière. Allez, est-ce que je vais pouvoir tester ces rayons? L'événementiel est-il réellement un métier rentable? Y a-t-il des périodes où il est difficile de faire tourner l'agence? Alors, la première, est-il un métier rentable? Oui, rentable, sinon donc la boîte a été, on gagne notre vie. Après, c'est pas là où on gagne le mieux sa vie, je pense. Si les gens dans ce secteur pour ça, je pense que c'est pas la bonne réflexion. Y a-t-il des périodes où il est difficile de faire tourner l'agence? Nous, c'est un peu plus facile de répondre pour moi parce que nous, on est une toute petite structure avec des coûts faibles et on est super agile et c'est ça qui nous a sauvés. Effectivement, je pense que pour des grosses structures, les 5 années qui viennent de passer là, les dirigeants ont dû passer des mauvais moments entre le Covid, il y a eu, enfin voilà, ils ont dû s'adapter et voilà, plus on est gros, plus c'est difficile. Nous, on sort sur les événements. Enfin vraiment, c'est facile pour nous, mais c'est même pas une qualité, c'est évident quand on est petit, on est agile. C'est pas parce qu'on est super fort, on échange tout de suite. Dès qu'on voit qu'il y a une nouvelle demande, on s'adapte. 3 jours, on nous a présenté un produit, on est en train de le mettre sur le site. Là, on se dit, on essaye vraiment de pouvoir s'adapter facilement. S'il faut acheter du matériel pour faire des webinaires, etc. On arrive donc pour nous, mais bien sûr, il y a des périodes creuses. En ce moment, c'est un peu une période creuse, mais ça a toujours été. À partir de décembre jusqu'à fin janvier, c'est une période creuse. Après, je commence à avoir un petit peu de recul et de pas trop stresser en me disant ok, tous les avant c'est revenu et donc voilà. Et globalement, non, chez nous, c'est toujours. Que du coup, vous travaillez avec des gens, peut-être des gens avec qui vous avez créé l'entreprise. Est-ce qu'il y a déjà eu des relations qui sont conflictuelles via ça? Je trouve que le côté humain, surtout quand on est dirigeant, ça s'appelle C'est quoi ton taf? Je suis dans l'animation événementielle. Pas oublier qu'en tant que dirigeant, une grosse partie de ton taf, justement, c'est d'être dirigeant, quoi. Et presque, je serais dirigeant d'une épicerie, d'un truc, ça serait la même chose. J'ai des problématiques qui sont des problématiques humaines, de management, j'ai des problématiques RH, problématiques administratives. Une grosse partie de mon temps, quand même, je dirais peut-être 50%, est en dehors de l'animation, quoi. Et donc, la problématique RH et management. L'année dernière, j'ai eu des profils avec qui ça matchait moins. Je suis plutôt profil calme. Et là, il y avait, je pense, des entités qui, voilà, comme tout le monde dans la vie, il y a des fois ça match un peu moins bien. Voilà, pareil, j'étais transparent avec eux, je pense que d'un commun accord, on a vu qu'on pouvait plus continuer. Je vous repasse aux 60 secondes, Okay. réponse par oui ou non. Après, ça arrive que des fois on développe un peu plus, mais le but c'est vraiment en 60 secondes. Donc, Max. Voilà. Alors, es-tu heureux dans ton job actuellement? Complètement. Est-ce que tu te vois toujours dans ce métier dans 10 ans? Oui. Selon toi, l'argent fait-il le bonheur? Ça aide en tout cas. L'événementiel est-il encore un secteur en plein essor? Je dirais non, pas en plein essor. As-tu toujours voulu travailler dans l'événementiel? Non. Le stress est-il une constante dans ce métier? L'IA peut-elle rendre certains métiers de l'événementiel obsolètes? Avez-vous déjà organisé un événement qui a échoué? Oui. Pensez-vous que l'événement peut devenir 100% éco-responsable d'un jour? On en est loin en tout cas, mais j'espère, oui. Estimez-vous que l'émotionnel d'un événement compte plus que son aspect logistique? Pas forcément, je vais mettre à un niveau égal. Et la dernière question, c'est pour nous. Est-ce que tu as donné l'interview? J'espère. Et ben, merci beaucoup Thomas pour toutes ces réponses. Merci Romain d'avoir été là. Merci à vous. Pour clôturer, alors on vous annonce qu'on va partir toute l'équipe à l'étranger pour nos études. Donc j'ai décidé d'avoir une petite pause dans les vidéos. On va essayer de faire au mieux. Donc là, on vous remercie de nous suivre depuis ces 5 épisodes. Et n'hésitez pas à laisser comme d'habitude des petits commentaires, des petits j'aime. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. Jean.